Toute histoire, ça commence par un début, n'est-ce pas? Oui. Absolument. Et oui. Et ça se termine par une fin. Donc je propose qu'on commence par le début. Eh bien, pour parler du début, il faut parler de l'origine un petit peu du monde. Et donc, je vais vous résumer ça de la manière la plus rapide possible parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'univers de Tolkien, c'est incroyablement riche et complexe. Et on a tout plein de choses à vous raconter en fait pendant ce podcast et ce serait dommage de vous embrouiller tout de suite avec tous ces noms et toutes ces histoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine de tout, il y a un être qu'on appelle Ilúvatar. C'est une espèce de divinité supérieure qu'on peut rapprocher de notre dieu unique occidental. Les Ainur, ce sont les premiers êtres les plus puissants qui ont été créés par Ilúvatar. Ce sont les enfants de sa pensée. Et comme ce sont les enfants de sa pensée, chacun fut créé avec un bout de la pensée d'Ilúvatar et ont reçu donc la compréhension. Par exemple, Aulé, il est très doué en forge. Mais il y a 2 Ainur qui n'ont pas en fait reçu juste un bout, mais un tout petit bout de tout ce qu'ont reçu les autres. C'est Melkor et Manwë. Et Melkor, il va falloir se rappeler de son nom parce qu'on va en reparler pas mal plus tard. Donc Ilúvatar, il instruit par la musique tous ces Ainur jusqu'au jour où il les réunit pour les faire chanter ce qu'on appelle, et attention, il va me falloir de la concentration, l'Einulindale. Est-ce que je le prononce bien? Je ne sais pas, dites-moi. Moi, j'y connais rien. Une Dali, c'est ça? Ainulindale, je pense. Ainulindale, ok, c'est très joli. En tout cas, c'est le chant qui va créer ce qu'on appelle la vision d'Ilúvatar, et donc le monde réel dont Jules va nous parler un petit peu plus en détail. C'est un mythe qui est très très joli, et il introduit en gros le Silmarillion. Je vous invite à le lire, il fait vraiment que quelques pages. Et c'est super cool. Et donc, c'est le moment où je laisse la parole à Jules pour nous parler de ce monde, de cette vision d'Ilúvatar. Alors moi, effectivement, je vais vous parler du cadre de ce monde que Manon vient de vous présenter. Tout ce moment où, du coup, Ilúvatar va créer avec ses autres divinités, va créer ce monde. Donc dans le texte qui en parle, donc dans le Silmarillion, c'est quelques lignes à peine, où il est simplement qu'il chante, et que le monde se crée comme ça. Mais en fait, on ne sait pas vraiment combien de temps dure ce chant. Ni quelle est la perception d'ailleurs du temps d'après eux. Enfin bon, il y a pas mal de zones d'ombre. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de s'attaquer un peu à la géographie de la Terre du Milieu et de voir un peu, au niveau du relief, du paysage, d'identifier des traces, des marques, des indices qui nous permettent de peut-être de comprendre comment ça s'est fait, quelles étapes, qu'est-ce que ça veut dire, et donc potentiellement quel paysage de la Terre du Milieu on ne voit pas ou dont on a perdu totalement la mémoire. Et en fait, Tolkien a laissé suffisamment de traces dans cette carte, etc., pour qu'on puisse vraiment faire un travail de géomorphologie. Et c'est assez marrant de faire un travail comme ça pour un univers fantastique, pour lequel, pour le coup, on est tous à peu près compétents. Alors par contre, simplement pour les auditeurs, je vous conseille très 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 fortement de sortir un ordinateur ou autre, de sortir Google et de taper le nom des cartes qu'on va regarder ensemble, parce que je vais parler de beaucoup de noms de lieux pour essayer de choper justement les indices un peu partout et essayer de reconstituer un peu tout ça. Et ça risque d'être un peu indigeste si vous n'avez pas le support visuel. Vous pourrez vous y référer au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'on enquête ensemble. Moi, je me suis beaucoup basé dessus aussi pour regarder. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment un travail comme un géomorphologue pourrait le faire ici, dans la vraie vie. Donc, voilà. Alors, pour commencer, on peut déjà situer les grandes étapes qu'on connaît de l'histoire géologique de la Terre du Milieu. On va en gros considérer les écrits de Tolkien comme ceux d'un genre de chroniqueur, un peu omniscient, qui a les yeux un peu partout pendant plein d'époques, mais qui, des fois, va omettre de dire des choses parce que ça convient pas à son récit. Peut-être des fois va dire des choses qui sont pas forcément logiques. Ça, des fois, on va essayer de voir s'il y a des choses qui marchent ou pas. Et donc, de ce qu'on en sait, de ces écrits, l'histoire géologique de la Terre du Milieu, ça commence comme ça. Donc on a Arda, la Terre, qui au départ comporte un seul supercontinent, qui s'appelle Almaren. Je vais écorcher beaucoup de noms comme ça. Bon, Melkor, dont Manon vous a parlé avant, qui s'appelle aussi Morgoth, l'a fait disparaître de supercontinent en détruisant des lampes qui illuminaient le monde. À ce moment-là apparaissent 2 mers, Elkar au nord et Ringil au sud. La Terre du Milieu, à ce moment-là, elle est coincée entre 2 océans, entre l'Est et l'Ouest. Elle est parcourue de grandes chaînes de montagnes sur un axe nord-sud, les montagnes bleues, les montagnes rouges, les montagnes grises, les montagnes jaunes. L'univers de Tolkien se décompose en 3 âges. À la fin du premier âge, le Beleriand, qui est une terre située un peu au nord de la Terre du Milieu, va disparaître sous les eaux, à l'exception d'une petite partie du Beleriand, qui s'appelle le Lindon, et de quelques îles qui vont réapparaître dans les écrits de Tolkien, comme Tolfwyn et Imling. Et enfin, à la fin du deuxième âge, une grande île qui s'appelle Numénor va totalement disparaître sous les eaux du jour au lendemain, à cause de la colère d'Ilúvatar. Et à ce moment-là, le monde, d'après les écrits de Tolkien, le monde devient rond, ce qui n'était pas le cas avant. Alors dans le cadre de cette chronique, on va considérer que ça a toujours été le cas. Simplement, on s'en rend compte à la fin du deuxième âge. Belle entourloupe. Encore une fois, je vous ai dit, le postulat de base, c'est considérer que Tolkien est un genre de chroniqueur, donc je peux me le permettre.
Bon, il y a des choses qu'on peut, dès le départ, qu'on peut essayer d'interpréter. Par exemple, Numénor, qui disparaît du jour au lendemain, ça peut très bien être une île volcanique, qui d'ailleurs se serait formée d'un seul coup au milieu des eaux, qui aurait explosé elle-même. C'est un volcan en fait qui explose lui-même, Ouais. qui s'autodétruit. Ça s'appelle une caldeira. On en constate aujourd'hui. C'est d'ailleurs sûrement ce qui a forgé le mythe de l'Atlantide. Bref, ça c'est simple. Vous allez voir que ce qu'on va essayer de faire, ça va être un peu plus chercher des indices partout et essayer de les regrouper. Et on va commencer par le Beleriand. Donc cette fameuse terre qui a totalement disparu au Troisième Âge, où se passe le Seigneur des Anneaux, qui était bien plus au nord. Donc ça, c'est ce monde perdu. Il était donc situé autrefois au nord de la Terre du Milieu. Ça a été le lieu du grand champ de bataille entre les hommes et les elfes contre Morgoth, à la fin du Premier Âge. Une bataille à la suite de laquelle, du coup, il a totalement sombré sous les flots, d'après donc les écrits. Alors au nord-ouest du Beleriand, on a une grande plaine qui s'appelle la plaine d'Iglum, qui est délimitée par des chaînes de montagnes au sud, à l'est et à l'ouest. Alors, cette configuration, elle peut exister dans le réel, d'avoir vraiment une plaine qui est délimitée par, du coup, ici, sud-est-ouest. On en retrouve notamment dans les monts Oural. Et donc, c'est pas là-dessus qu'on va forcément tiquer. La partie sud-est de la plaine d'Iglum, il y a une petite enclave qui s'appelle Mithrim. Donc toujours une enclave bordée de montagnes qui est parcourue par des cours d'eau qui se jettent dans un lac central qui s'appelle le lac de Mithrim, du coup, du nom éponyme. C'était un lac qui a servi de repère, enfin c'est toute une zone, toute une plaine qui a servi de repère aux Noldor, les elfes du clan Tatyar, qui étaient protégés par les montagnes et qui avaient l'eau du lac comme ressource, donc comme on peut le voir notamment au niveau du lac Victoria dans le monde actuel. Alors cette configuration, elle nous apprend en fait un fonctionnement sous-jacent du paysage du Beleriand. La position angulaire des chaînes de montagnes d'Iglum et la dépression centrale traduisent en fait la présence de failles géologiques qui étaient déjà là, de décrochements, etc. et d'une zone de cassure tectonique qu'on appelle un graben. Alors qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, je vous ai dit, on va rentrer dans quelques termes techniques. Il faut imaginer qu'à un moment donné, vous avez une pression tectonique qui se fait, qui va jouer sur des failles qui sont déjà existantes, et la pression se faisant telle, vous allez avoir des compartiments qui vont bouger les uns par rapport aux autres. Et là, vous avez un compartiment central qui s'est effondré sur lui-même et des compartiments latéraux qui se sont surélevés à cause de ça. Donc toute la plaine d'Iglum, en fait, c'est un énorme compartiment qui s'affaisse, on appelle ça un graben, et des montagnes du coup qui se surélèvent de chaque côté. En tout cas, c'est ce qui permettrait d'expliquer ce qu'on voit sur la carte. Ok. À ce moment-là, on a donc une grande dépression qui se fait, qui va être comblée petit à petit par en fait ce qu'on appelle des colluvions, plein de sédiments qui viennent des montagnes, et qui vont combler petit à petit la plaine avec les cours d'eau, créant ce petit lac pas si petit que ça, le lac de Mithrim. Si vous voyez, on arrive déjà à remonter un peu en regardant la carte, arriver à dire ok, là il s'est passé ça, et en fait on va faire ça sur tout le Beleriand, et puis à la fin on va essayer de raconter toute l'histoire du Beleriand, comment ça s'est passé avant. Allons plus loin donc. À l'ouest de Iglum, on a la rivière Anon Ingleith, qui passe sous la chaîne de montagnes Ered Lomin, les montagnes de l'écho. Il s'agit d'une vallée en pointillé, on appelle ça comme ça. La rivière, elle disparaît dans la montagne et elle réapparaît derrière la montagne, donc elle passe vraiment dessous. Ça, c'est une morphologie typique de régions à faible énergie gravitaire, c'est-à-dire il y a une pente assez faible, et donc la rivière va faire des méandres qui petit à petit vont recouper des éléments. C'est ce qu'on a par exemple en France, au Mas d'Asile, c'est à peu près la même chose. Donc là, on va avoir pareil, le même fonctionnement. Donc pour ça, on a besoin d'avoir une plaine de part et d'autre. Donc forcément, ça arrive après notre épisode de Graben, comme on l'a vu après, puisqu'il faut qu'il y ait une plaine de l'autre côté de la montagne. Il faut une plaine des deux côtés. C'est logiquement des roches carbonatées, comme des calcaires, des dolomites, puisqu'elles sont obligées de se faire dissoudre par l'eau de la rivière en utilisant les fissures. Donc là, pareil, on a une indication sur la nature des montagnes, de ce côté-là, du coup, de Iglum. Ce qui veut dire qu'il y a très longtemps, s'il y a du calcaire, au niveau du Beleriand, il devait y avoir des lagunes immenses. Puisque le calcaire se forme dans des zones de lagunes, dans un climat chaud et humide, dans des mers peu profondes. Et donc forcément, à un moment donné, il y a eu une zone de lagune dans ce territoire, où les animaux morts, les coquilles de crustacés, etc., se sont accumulés au fond en boue carbonatée, qui au bout de plusieurs milliers d'années, avec la pression et le temps, les ont changés en roches calcaires. Tout ça a été pressé du coup par tous ces jeux tectoniques qu'on a pu évoquer, on crée des montagnes. Les montagnes émergeant, la mer s'est sûrement retirée, et au fur et à mesure, l'eau s'est infiltrée par des fissures, s'est rejointe dans le relief, a dissous des galeries et ressorti au niveau le plus bas de la montagne, au niveau de la rivière. Au fur et à mesure que les grottes elles ont continué de se former et de monter, tous ces niveaux, en fait, ces galeries se sont retrouvées perchées, déconnectées de l'eau en fait, se sont retrouvées donc totalement asséchées, et ça a formé des grottes où beaucoup ont pu petit à petit trouver abri. Donc il y a forcément beaucoup de grottes au niveau du coup de cette partie d'Iglum.
Au terme du coup d'une forte contrainte, comme on l'a vu, le centre de la montagne s'est écroulé en jouant sur les failles, redressant les alentours, et cette dépression géométrique se remplit petit à petit de sédiments qui viennent de l'érosion des sommets environnants, un lac se forme, et enfin la rivière Anon-Ingelit, dont les méandres se développent dans les plaines apparues de chaque côté de la chaîne de montagne, finit par recouper la montagne en utilisant les systèmes de fissures. Voilà, on a reconstitué, plus ou moins, en quelques étapes, la formation de la plaine d'Itlume. Alors maintenant, passons à la région du Névraste, dans le Beleriand occidental. On a ici, pareil, un grand lac qui est entouré de montagnes, donc le lac des oiseaux, qui est entouré par une chaîne de montagnes qui a une forme un peu triangulaire qui est assez difficile à expliquer, là pour le coup. Et aucun cours d'eau n'alimente ce lac marécageux, ce qui est assez étonnant au final. Alors comment expliquer ça ? Eh bien ça pourrait être ce qu'on appelle une mégadoline ou un polier, en fait une dépression fermée, à fond plat, sur des surfaces très grandes, parfois kilométriques, au sein de duquel l'eau va ruisseler par quelques bassins versants, puis se perdre dans des pertes qui vont passer sous le plateau et rejoindre d'autres cours d'eau. Ce qui pourrait être logique avec ce qu'on arrive à voir sur le niveau de la carte. Alors dans ce genre de grande dépression, toute l'eau de la dépression va se perdre dans des petites pertes, des gouffres qu'on appelle des ponors, et lors de très fortes crues, ça peut se mettre en eau, parce que les ponors n'arrivent pas à absorber toute l'eau qui devrait passer, et donc tout le bassin entier peut se mettre en eau. C'est pas ce qu'on voit ici aujourd'hui, on voit que par contre il y a une grande zone marécageuse, donc c'est peut-être dû justement à des fluctuations du niveau d'eau, mais en tout cas ça a l'air d'être plus ou moins à sec par rapport à ce que ça pourrait être, donc c'est sûrement un ancien polier, donc quelque chose qui est en train déjà de s'assécher et de disparaître petit à petit. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a sûrement dans cette région des inondations, des fois fréquentes, et les populations, du coup, doivent sûrement se trouver des reliefs résiduels, des endroits pour pouvoir bâtir leur village. Déjà, on peut essayer d'imaginer à quoi pourraient ressembler les populations dans ce genre d'endroit, rien qu'en regardant, du coup, la carte. Passons maintenant au nord. Au nord, donc là, vous pouvez prendre l'autre carte, plus dézoomée. Au nord, on a les terres gelées d'Aidelos, qui sont bordées au sud par les collines de fer, une imposante chaîne de montagnes exploitée au premier âge par les nains pour son fer. Et puis, sur son versant sud, on a le Tangorodrim, un vaste ensemble de 3 volcans qui composent le cœur du domaine de Melkor, donc de Morgoth. Alors, ils sont décrits dans le Silmarillion, faits de cendres et de scories, comme des pics sombres et lugubres d'une hauteur immense, dont les sommets crachent une fumée noire et malsaine dans le ciel du nord. Bon, ça, c'est une description qui peut s'approcher d'un type de volcan qu'on appelle des volcans explosifs, qui sont constitués effectivement d'une accumulation de cendres et de scories, et qui ont la particularité d'avoir un magma riche en gaz dissous et en silice, qui entraîne une certaine viscosité du magma, ce qui empêche la séparation de gaz, leur évacuation à la surface, ce qui fait que les gaz s'accumulent dans la chambre magmatique et au bout d'un moment donné, explosent brutalement. Ça fait des explosions très violentes qui entraînent l'éjection de blocs et des nuées ardentes qui peuvent s'écouler jusqu'à 20 km autour du volcan. Ce qui marche avec les descriptions de Tolkien, puisqu'il décrit des flammes qui couraient plus vite, des balrogs s'étaler sur les flancs du volcan. Donc tout ça paraît logique. Ce qui paraît un peu moins logique, c'est que quelquefois Tolkien décrit de grands fleuves de feu qui évoquent davantage des coulées de la fluide de volcans effusifs. Est-ce que c'est simplement un phénomène ponctuel, un peu inexplicable ? Est-ce que c'est une fantaisie des chroniqueurs ? La question reste ouverte. C'est magique. En tout cas, ça peut aussi être tout à fait magique. Il y a pas mal de choses qui seront tout à fait magiques. La bonne parade. C'est ça. Alors à l'est, on a les montagnes bleues. Les montagnes bleues, elles alimentent plusieurs cours d'eau qui s'écoulent parallèlement les uns aux autres et perpendiculairement à la chaîne de montagnes. Ça, c'est une configuration assez typique des plaines de pieds de montagne qui ont un relief assez accentué. Et donc, les sédiments meubles sont traversés par les cours d'eau dont les forts débits empêchent la formation de méandres. Ils vont directement au plus bas. Ça, c'est des cours d'eau qui sont d'ailleurs idéaux pour des moulins ou pour faire de la métallurgie, parce que là, ici, on a de l'eau qui descend avec une forte énergie motrice, puis qui est sûrement chargée de minéraux assez riches, puisque la description de ces chaînes de montagnes, avec des pics très violents, sommets assez massifs, se rapproche plutôt de montagnes granitiques. Or, le granit, c'est intéressant, parce que le granit, c'est pas une roche qui se forme n'importe comment. C'est une roche qui va se former à des conditions de pression et de température très très importantes. En fait, ça peut se créer que très profondément sous terre, à un endroit où il y a une pression assez importante. Et où est-ce qu'il y a une pression suffisamment importante pour en faire ? C'est quand il y a des montagnes qui se créent. Quand vous avez une montagne qui se crée, elle va plisser énormément en surface, mais énormément en profondeur. Et en fait, à des kilomètres et des kilomètres sous la surface, vous allez avoir du coup du granit qui va commencer à se former. Alors, le temps qui remonte, avec l'érosion, les plaques qui bougent, etc. En fait, à chaque fois que vous avez du granit en surface, il faut imaginer que c'est une ancienne racine de montagne que vous avez vu émerger avec le temps. Et donc là, si on arrive à avoir des montagnes en granit, ça veut dire que avant ça, on a eu de très grandes montagnes
qui ont formé de grandes racines de montagne qui après ont été réélevées lors de fonctionnements tectoniques. Donc là pareil, ça nous dit, ok, alors encore plus loin en avant, il y avait une montagne. Est-ce qu'il y a eu une terre avant la Terre du Milieu ? On l'avait vu avant, effectivement, Oui. ça match. Oh. Mais allons plus loin. Au centre du Beleriand, on a un alignement de collines orientées nord-ouest-sud-est qui sont nommées Andram, le long mur. C'est un relief de plissement, ou qu'on appelle aussi relief appalachien, dont il resterait qu'une crête. Et là, on peut imaginer que l'Andram, en fait, n'est que le reliquat d'une plaine bien plus vaste, qui effectivement a été totalement rongée par les cours d'eau, en de multiples endroits, et n'a laissé que quelques reliefs résiduels. Donc on a notamment l'Andram, qui suit en fait tout le bassin du Doriath, qui est très très érodé par beaucoup de cours d'eau, et tout ce qui est au niveau de Phalas, ou donc un peu plus à l'ouest. Donc voilà, où on a d'autres cours d'eau qui viennent. Donc on pourrait avoir un relief résiduel, et on voit d'ailleurs qu'il se continue un peu plus loin par la petite colline d'Amon Ered, un petit massif, qui serait ce qu'on appelle donc une butte témoin. Par contre, ce qui marche pas, c'est qu'on voit que cette grande colline, elle est traversée par un fleuve, le puissant fleuve Sirion, qui donc la traverse, ce qui ne serait pas très logique avec ça. Ça veut forcément dire qu'il la traverse après l'incision générale. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait changé son cours ? Parce que ça veut dire qu'il n'aurait pas eu ce cours-là à la base. Bah ça va falloir qu'on l'explique après par la suite. Un élément étonnant, c'est qu'on remarque que son cours, s'anastomose, on appelle ça, en fait il prend un aspect en tresse avec plein de méandres qui se rejoignent au fur et à mesure. Ce qui veut dire donc que le cours d'eau ralentit, c'est des morphologies qui sont typiques de cours d'eau qui n'ont pas beaucoup de relief pour prendre un peu de vitesse, ce qui rentre en contradiction avec les chutes majestueuses qui sont citées par certains auteurs regroupés par Tolkien. Là pour le coup on a déjà une petite incohérence, bon, c'est pas bien grave. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça veut surtout dire que son cours a été dévié pour recouper l'Andram. La seule chose qui a pu dévier ce cours d'eau, c'est forcément qu'à un moment donné, le relief s'est accentué à un endroit, ce qui a dû le dévier de sa position originelle. Alors on peut très bien imaginer que ce cours d'eau, en fait, le Sirion, a pu très bien passer au départ par l'ouest du Beleriand, rejoindre la péninsule de Phalas, puis après être dévié par le développement des montagnes au niveau d'Itlum, ce qui aurait dévié sa trajectoire dans le Doriath, l'aurait conduit à traverser les montagnes d'Andram, et à passer après un peu plus au sud. Si on remet tout dans l'ordre, parce que ça peut être très vite peu digeste, si on remet tout dans l'ordre, on a donc une ancienne région de montagne, peut-être du coup le continent d'Almaren, qu'on a pu situer au départ, qui s'est progressivement trouvé érodé jusqu'à former une zone de lagune chaude et humide, où des roches calcaires ont commencé à se former, puis la pression tectonique a fait disparaître la mer en créant des montagnes. Au fur et à mesure du développement des montagnes et des vallées, des grottes se creusent et se retrouvent perchées au fur et à mesure. Les cours d'eau érodent progressivement la surface des ennoyés et forment une grande plaine centrale dont seuls subsistent des reliefs résiduels qui progressivement s'érodent et prennent la forme de collines. Dans l'Itlum, les pressions très fortes tectoniques entraînent la déstabilisation d'anciennes fissures liées à la première génération de montagnes et un affaissement d'une partie de l'Itlum. Petit à petit, le lac de Mithrim se forme, et coupé du monde par ces déstabilisations, le Névraste se met à fonctionner en polier. Au gré de ces inondations successives, des gouffres se développent sur ses flancs, et au fil du temps, il s'assèche, se réduisant progressivement à un lac marécageux central. Changé de cours par le développement des reliefs au nord-ouest, le Sirion change de direction et traverse le Beleriand par le sud. Il recoupe alors les vieilles collines d'Andram en réutilisant leur système de fissures. Et enfin, les affaissements et les fissurations au nord entraînent la formation de volcans explosifs au Tangorodrim, s'auto-détruisant et se reconstituant au fur et à mesure du temps. Voilà pour l'histoire du Beleriand telle qu'on peut l'imaginer d'après les cartes. Ça va, c'est pas trop indigeste. Non. Oh non. Alors, Non, par ça contre, va. vraiment, chers auditeurs et auditrices, prenez une carte. Parce que sinon, c'est Ouais, pas Ouais, faut c'est la carte, Difficile hein. sans la carte. Ouais, Même en ouais, connaissant, c'est faux, hein. Faut la carte. Hein. ouais, C'est ça. Avec Pour la réussir à situer un peu le tout. D'ailleurs, Bon. Jules, cette carte, la première que tu as mis du Beleriand, elle a été faite par Karen Wynne Funstadt, dont je t'avais parlé. D'accord, ok. Qui a évoqué l'Atlas, ça vient de cet Ah. Atlas-là, cette carte. Ah ouais, elle est super riche cette carte pour le coup. Ouais, totalement. Alors vous voyez, il y a plein de choses que je n'ai pas expliquées, sur lesquelles je me suis pas attardé, parce qu'il y en aurait beaucoup, en fait. Mais maintenant que vous avez compris le principe, si vous voulez, on peut s'attaquer à la Terre du Milieu en elle-même. Bah allez. Grave. Alors il faut savoir que la Terre du Milieu, elle a déjà été étudiée, en fait, par des vrais scientifiques. Ah. Il y a déjà des gens qui ont écrit des livres sur la géologie, par exemple, de la Terre du Milieu, notamment Robert C. Reynolds, en 1974, qui a fait carrément une étude géomorphologique de la Terre du Milieu. Alors lui, du coup, il arrive à distinguer 4 plaques tectoniques. L'Eriador à l'ouest, le Rhovanion au nord, le Harad au sud et le Mordor à l'est, coincés entre justement les plaques du Rhovanion et de Harad.
L'Anduin, qui est à l'est des monts Brumeux, qui borde la grande forêt de Mirkwood, coule alors dans un rift, un espèce de fossé d'effondrement, formé entre deux failles juste devant le Mordor. Ce qui est typique d'une zone de coulissement entre deux plaques lithosphériques, donc ça a du sens. Mais, et oui, il y a carrément eu des controverses scientifiques au niveau de la géologie de la Terre du Milieu, William Sargent, en 1992, va plus loin et rajoute 2 autres plaques à cette explication, le Fort Lyndon et l'Eriador, au niveau totalement ouest de la Terre du Milieu. Leur collision aurait formé les montagnes bleues, et en se déplaçant vers le nord, elles ont créé un réseau de failles normal, en fait simplement un plan incliné entre 2 blocs de croûte terrestre, sur lequel se superposent les réseaux hydrographiques, donc tous les fleuves, dont je n'ai pas noté le nom et je n'arrive pas à le lire sur la carte. Vous avez beaucoup de fleuves en fait qui sont orientés directement nord-est, sud-ouest, et qui suivent du coup cette arrivée, ce réseau de failles, directement vers le Fort Lyndon et l'Arlington. Au sud, la collision de la plaque Teriador avec le Rovagnon a créé les monts Brumeux et les montagnes blanches, et ces plaques se rejoignent au niveau de la grande plaine du Rohan. Au nord, la rencontre de l'Eriador, du Rovagnon et de Forodwaite a créé les montagnes grises, et l'événement géologique le plus récent de ce qu'on en voit, ce serait la collision de la plaque du Mordor avec les plaques Harald et le Rovagnon. Cette collision a créé donc un grand rift, comme je vous le disais, au sein duquel coule le fleuve Anduin, et cet événement aurait amené à l'élévation de plusieurs blocs tectoniques comme Emin Muil, Emin Arnen, qui bordent le nord et le sud du marais Nindalf. Alors le volcanisme, il est toujours très très actif en Mordor. On est justement dans quelque chose de très récent au niveau tectonique, ce qui entraîne l'émergence de nombreuses fissures propices à l'épanchement de lave. Et dans la vallée d'Udin, au nord-ouest du Mordor, on a carrément les traces d'un volcan géant dont il ne reste qu'une caldeira. Donc on a quelque chose de très actif au Mordor. Alors ça, c'est pour le contexte géologique général. Maintenant, on va pareil aller piqueter des indices un peu partout pour essayer de reconstituer les étapes de mise en place. Alors on va commencer au nord de la comté. Au nord de la comté, juste au sud des grandes plaines d'Arnor, on a le lac Devendim, qui donne naissance au fleuve Brandevin, qui est nommé ainsi par les hobbits à cause de son eau un peu brunâtre. Alors, ce lac, il n'est pas alimenté en cours d'eau. Et il n'est pas dans une dépression, comme on a pu le voir juste avant. L'eau semble juste jaillir de terre. Alors, il s'agit sans doute d'un lac de résurgence karstique. Alors, on appelle karst n'importe quel relief massif de calcaire, ou etc., qui se retrouve percé de grottes, de réseaux qui se hiérarchisent au fur et à mesure pour déboucher sur des grottes. Bon, là, si l'eau sort de terre, ça veut dire qu'elle sort de réseaux qui sont plus profonds que le niveau de la rivière en lui-même. C'est super étrange. Ça veut sûrement dire que la vallée s'est incisée bien plus profond que ce que l'on voit aujourd'hui, puis a été totalement remblayée par des sédiments. Ça, on va le garder à l'esprit, ça a l'air assez incroyable. Descendons plus au sud. On arrive au niveau de la brèche du Rohan, un grand espace qui sépare les monts Brumeux des montagnes blanches. Alors on a l'Isen, la rivière Isen, le fleuve Isen plutôt, qui y coule depuis l'Isengard. Mais cette rivière, qui aurait pu donc inciser cette trouée de Rohan, n'explique pas tout à fait. Absence de relief à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que on voit que la rivière Isen, le fleuve Isen encore, coule de l'Isengard, puis bifurque au niveau à peu près du centre de la trouée, bifurque à l'ouest. Ce qui fait que si effectivement c'est le fleuve Isen qui avait érodé la chaîne de montagnes au fur et à mesure, on aurait toujours une jonction entre les monts Brumeux et les montagnes blanches à l'est. Donc ça marche pas. Ça veut sûrement dire qu'il y a eu un fleuve qui est passé directement de l'est à l'ouest et qui a totalement créé cette trouée à un moment donné. Peut-être que c'est carrément l'Anduin qui à un moment donné rejoignait l'Isen à une autre époque, puis a été dévié de sa trajectoire pour prendre son cours actuel. Ça paraît l'hypothèse la plus probable. Alors on va la garder de côté là encore. L'Anduin en question, lui, il se jette dans la baie de Belfalas, au sud des montagnes blanches. Mais il est un peu étonnant. Pourquoi ? Au niveau de l'embouchure, donc le moment où il arrive dans la baie de Belfalas, on voit qu'il commence à former un delta, donc avec plein de branches. Seulement ce delta a une forme concave, ce qui est pas super instinctif, parce que généralement les deltas sont convexes. Pourquoi ? En fait, c'est simplement que ces rivières, en fait, en arrivant dans la mer, ils emmènent énormément de sédiments qui s'accumulent comme un lobe au niveau de la mer. Donc ça forme normalement quelque chose de très convexe. Là, on a quelque chose de très concave qui n'est pas logique. La seule manière de rendre ça logique, ce serait de l'expliquer par une montée du niveau marin qui aurait recouvert le delta d'origine. Là encore, ça peut faire écho à ce qu'on a vu au niveau de la comté. Revenons un peu plus à l'est au niveau du Mordor. Le Mordor, il est entouré de montagnes, les raids Litui et les raids du Hath, et le croisement des deux chaînes orientées nord-sud et est-ouest crée une plaine en faveur donc de la poussée d'une plaque du Mordor sur les terres du milieu comme on l'a vu auparavant. Tout le grand espace qui est ici est délimité, donc tout l'espace à l'intérieur du Mordor est délimité en plusieurs enclaves, alors notamment un grand plateau
le plateau volcanique de Gorgoroth, des plaines un peu plus fertiles au sud, et tout ce qui est le plateau de Gorgoroth, donc qui est un endroit très très aride, très sec, avec des poussières notamment volcaniques qui bougent un peu partout. Tout ça, ça peut être logique si on regarde au niveau climatique. En effet, dans le Seigneur des Anneaux, il est précisé que les vents dominants viennent de l'est. Avec le barrage orographique que constituent les montagnes à l'ouest, donc les montagnes du Mordor, il faut imaginer des masses d'air qui arrivent de l'est, qui vont arriver au niveau de la plaine de Nurn, qui vont monter en altitude à cause des montagnes, qui en montant en altitude vont devoir se condenser et donc créer de l'eau. Et donc vous allez avoir énormément de pluie au niveau de Nurn, qui vont du coup alimenter l'énorme lac de Nurnen, la mer de Nurnen même. Puis de l'autre côté, les nuages, les masses d'air vont redescendre, vider de leur eau, et vont déjà acquérir de la vitesse juste en descendant, et vont se réchauffer, ce qui fait que au niveau de l'Arondor, à l'ouest, vous allez avoir des grands vents chauds, qu'on appelle un effet de Föhn, qui vont balayer les plaines. Donc ça, c'est assez explicable, c'est assez logique, au final, d'avoir une zone un peu plus fertile au niveau du Mordor. Revenons au niveau du Gondor. Donc le Gondor, il se situe juste à l'ouest du Mordor, et il débute à la confluence de deux rivières, avec justement un côté très avec plusieurs bras qui rentrent dans l'Anduin. Ce qui est assez étrange. Ça aurait plutôt dû être un cours d'eau anastomosé à ce moment-là, donc qui en tresse, comme on l'a vu un peu auparavant. La seule manière d'expliquer ça, ce serait qu'il y ait eu un delta à ce moment-là, à cet endroit-là, dont les formes se soient conservées au fur et à mesure de l'évolution de l'endroit, simplement si l'évolution a été suffisamment lente. Par exemple, ce qu'on a aujourd'hui au niveau des gorges de l'Ardèche. C'est pas logique d'avoir des gorges qui font des méandres comme ça. Normalement, une gorge, ça va tout droit. Et ça a gardé les méandres de quand l'Ardèche circulait sur une plaine il y a très très longtemps. Donc là, c'est peut-être pareil. En tout cas, c'est la seule manière qu'on aurait de l'expliquer. Plus en amont, l'Anduin traverse le massif des Mille Muiles. Les Mille Muiles, on le voit dans le Seigneur des Anneaux, puisque c'est là que se perdent Frodon et Sam avant d'atteindre le Mordor. C'est un endroit avec des gorges profondes, labyrinthiques, qui confirme en fait une sorte d'affaissement du Rohan, comme on a pu le voir tout à l'heure, une plaine qui s'affaisse au moment de l'arrivée de la poussée du Mordor. Donc les cours d'eau ont incisé à ce moment-là pour rejoindre le niveau le plus bas. Enfin, juste après être passé par ces gorges, l'Anduin se jette dans les chutes de Rhoros, qui débouchent sur les marais morts de la confluence avec l'Antévière. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Bon, c'est pas très logique de voir une cascade d'importance comme celle-ci juste avant un marais, puisque du coup, elle devrait donner de la vitesse à l'eau, et donc l'eau devrait pas stagner. Enfin, là encore, peut-être le chroniqueur ou la magie. La forêt de Fangorn, elle est super logique vis-à-vis du relief. Pourquoi ? Parce que si on se réfère donc à l'effet de Föhn dont je vous ai parlé tout à l'heure, les masses d'air qui arrivent de l'est montent sur les montagnes, les monts brumeux, redescendent de l'autre côté, donc en montant les montagnes, les monts brumeux, elles se déchargent en eau, et donc on a énormément de pluie qui doivent tomber au niveau de la forêt de Fangorn, ce qui explique donc ce grand massif forestier. Enfin, on a tout au nord, au niveau des montagnes grises, la montagne solitaire, qui est donc logiquement un ancien volcan, d'ailleurs c'est comme ça qu'il est expliqué dans Bilbo le Hobbit. Les grottes qui s'y trouvent ne pouvant pas être dues à la dissolution sont sûrement des tunnels de lave qui ont subsisté. Et encore plus haut, on a une plaine, la Lande desséchée, qui se retrouve encadrée de montagnes, qui est apparemment aussi peuplée de dragons. Là encore, peut-être que ce côté desséché peut s'expliquer par un effet de feu. Enfin, on va avoir donc au niveau des monts brumeux, une zone qu'on connaît tous en ayant du coup lu les livres ou vu les films, ce sont la Moria qui vont être totalement creusées par les nains pendant des générations. Compte tenu des descriptions qu'on en a, là pareil, c'est des roches qu'on appelle des roches plutoniques, donc c'est plutôt du granit, plutôt des roches métamorphiques, qui ont été travaillées par la pression, par la température. Là encore, on est sur des vestiges d'une très ancienne montagne, et on arrive à rematcher avec ce qu'on avait vu plus tôt au niveau du Beleriand. Ce qui me permet d'enchaîner sur la dernière tranche d'indice de cette terre du milieu, que je ne pouvais pas oublier, ce sont donc les grottes. Alors il n'y a pas vraiment de grottes à la Moria, puisque c'est que des mines, en soi, elles ont toutes été creusées. Par contre, il y a beaucoup de grottes dans les œuvres de Tolkien. Dans le Hobbit, on a par exemple les cavernes des Gobelins sur les monts brumeux. Là, pour le coup, c'est un vaste réseau karstique. On le voit parce qu'il y a énormément de galeries qui sont étagées, il y a des étages. Et lorsqu'on descend le plus bas possible, on arrive au niveau de la grotte où séjourne de Gollum, qui en fait est au niveau d'un lac. Donc on a bien là le niveau d'eau, le niveau noyé des galeries qui se rejoignent. Donc vous voyez qu'au niveau des monts brumeux, on arrive à distinguer différents faciès géologiques, différentes roches. Et donc, les monts brumeux ont gardé la trace, apparemment, par cette caverne des Gobelins, d'un enfoncement progressif, d'un enfoncement progressif des galeries, et donc d'une montée des montagnes au fur et à mesure.
Dans la forêt noire, on a le roi elfe Thranduil qui a aménagé son palais, pareil, dans des grottes, donc qui sont des grottes fossiles, il n'y a pas d'eau dedans. Pourtant, en cherchant à fuir, Bilbo découvre un torrent souterrain dans les caves du palais. Donc il y a bien effectivement un réseau actif, donc noyé, qui ressort au pied de la montagne pour rejoindre Bourg du Lac. Et puis il y a énormément d'autres réseaux fossiles un peu partout disséminés dans tout le paysage. Il y a l'antre de l'araignée, le palais souterrain de Ménégrotte de Thingol, etc., etc. Bon. On a vu énormément de petits indices partout, qui sont pas forcément faciles à remettre en ordre. Alors, est-ce qu'on arrive du coup avec tout ça à reconstituer l'histoire de la mise en place de la Terre du Milieu ? Eh bien, on peut commencer du coup par cette immense chaîne de montagnes, probablement l'Almarène, qui est arasée encore une fois par l'érosion, puis encore une fois il y a des lagunes, un climat chaud, des pots de calcaire. L'orogenèse reprend, la mer disparaît, les montagnes se forment, les plaques tectoniques se percutent, on a la collision de la plaque d'Eriador avec le Rhovanion qui a créé les montagnes blanches et les monts brumeux, la rencontre de la plaque d'Eriador, du Rhovanion et de Forodwell qui a créé les montagnes grises, le Fort Lindon et Eriador qui ont formé par leur collision les montagnes bleues. Il y a quelques volcans qui vont naître de ces fissures occasionnées par ces chocs, notamment la montagne solitaire, et les coulées de lave forment des tunnels sur ses flancs. Alors petit à petit, l'érosion va grignoter ces galeries, les mettant maintenant au cœur d'un massif volcanique résiduel, très ancien, au sein duquel sûrement des effondrements des galeries vont conduire à la formation de grandes salles, dans lesquelles un certain dragon pourra peut-être stocker énormément de ressources par la suite. L'Anduin rejoint à l'époque l'Isen par la trouée du Rohan, incisant les montagnes brumeuses. À ce moment-là, on a sûrement un événement incroyable qui se passe, c'est que le niveau d'eau général baisse, donc le niveau de la mer doit reculer, pour une raison mystérieuse, et les rivières s'incisent énormément pour rejoindre ce niveau plus bas. La plaine d'Arnor se creuse en canyon, parfois profonds, et de nombreuses cavités naissent au fur et à mesure que les gorges se creusent, que le tout se verticalise, un peu partout, traces qui vont être gardées par le réseau karstique investi plus tard par des troupes de gobelins. La poussée de la plaque du Mordor va entraîner la création de chaînes de montagnes impressionnantes et un volcanisme féroce. La plaine du Rohan, par un jeu de failles, s'effondre sur elle-même, changeant le cours de l'Anduin, qui va passer par ce point le plus bas qui vient de s'effondrer sur lui-même, et rejoindre du coup le Belfala, plus au sud. Et là, une remontée brutale du niveau marin, assez inexplicable, entraîne un ennoiement de plusieurs endroits de la Terre du Milieu. Est-ce que cet ennoiement généralisé se passe en même temps que la disparition du Beleriand sous l'eau ? Peut-être. Peut-être qu'on peut réussir à remettre les choses en place. Quoi qu'il en soit, il remonte probablement jusqu'à la Norienne, donc la jonction, on va dire, entre l'Eredweif et l'Anduin, puisque à ce moment-là, l'Antévière va se jeter dans l'océan en un delta. La plaine d'Arnor est progressivement comblée par des sédiments venus de l'érosion des monts brumeux qui vont tomber dans la mer qui la recouvre presque, qui vont s'accumuler. Et puis enfin, la poussée orogénique, on appelle ça, donc la poussée du Mordor qui va faire naître des montagnes, va progressivement faire reculer cette mer, sans toutefois qu'elle revienne totalement à son niveau originel, puisqu'on voit que le delta de l'Anduin est aujourd'hui un peu grignoté par cette remontée du niveau de l'eau. Alors c'est quelque chose qui est très très lent, une remontée qui est très très lente, puisque ça va permettre aux anciens bras du delta de l'Antévière, au niveau de la Norienne, de se conserver en incisant les vallées au fur et à mesure que ces vallées montent en altitude. Voilà, le cadre est créé, plus ou moins, pour que beaucoup de gens puissent se balader et vivre des histoires, moult histoires variées au niveau de ce territoire qui vient de se créer. J'aurais aimé qu'on m'intéresse à la géologie en me faisant la Terre du Milieu, en fait, parce que c'est la première fois, je pense, que j'écoute vraiment quelqu'un qui me parle de géologie. Donc bravo, Jules. Juste parce qu'il aurait fallu que ce soit Jules qui fasse nos cours de géologie quand on était au collège ou au lycée. On peut expliquer la mise en place de paysages, en tout cas en cherchant de ces indices-là, et c'est ce que font des géomorphologues, du coup, pour le monde qui nous entoure, nous. Voilà, c'est en allant chercher des indices comme ça, essayer de tous les remettre dans l'ordre, et c'est un travail d'enquête, en quelque sorte, et c'est ce qu'on peut faire dans la Terre du Milieu avec tous les indices que Tolkien a laissés. Moi j'ai trop envie de faire ça, hein, en vrai. Franchement ça donne trop envie de faire des enquêtes. Mais grave, c'est trop bien. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.